pour ne pas être détecté par la police, moi je trouvais ça très rigolo. On devait changer d'endroit très régulièrement. On est à la machine à café et Alain Chabat passe et me dit « Qu'est-ce que tu fais samedi ?» Donc je me retrouve à être la voix off des nuls. Ils m'ont dit non plusieurs fois, mais ils m'ont chassé par la porte, je rentrais par la fenêtre. Et finalement, j'ai été embauché. Le lendemain matin, je me réveille, j'avais des messages de numéros que je connaissais pas, qui étaient toute la presse, qui était au coup que le buzz s'était fait. J'ai fait quand même la une du 20h avec ça. Bienvenue dans Route, le podcast qui identifie les racines du succès. Ici, on ne se contente pas de raconter des success stories, on explore ce qui les rend possibles, mais aussi fragiles. Les réussites qui rendent fiers, le scaling qui challenge, mais aussi ce moment flou où t'as coché toutes les cases, mais t'as plus de cap. Le doute qui a précédé ou qui revient, même quand t'as réussi. Parce que le business, c'est des hauts et beaucoup de creux entre les pics. Chaque semaine, une voix forte, un entrepreneur, un auteur, un dirigeant vient avec un vrai sujet et ensemble, on creuse, on reformule, on déverrouille. Avec la méthode Solvéo, on tire le fil, on passe de la confusion à l'alignement et parfois, on touche quelque chose d'universel. Je suis Nicolas, mentor Solvéo et partenaire de Darwinix. Et moi, c'est Pedro, CEO de Solvéo. Bienvenue dans Route, le podcast qui démystifie le succès. Plus que de l'inspiration, de l'oxygène. Philippe Dana, bonjour. Bonjour. On est vraiment ravis de t'accueillir aujourd'hui. Pendant plus de 30 ans, tu as été une voix, un ton, une manière de regarder la télé autrement. Tu as été la voix off des Nuls, l'émission, des Césars, de Camoulox. Incroyable. Tu as été un visage aussi dans sa cartoon. Tu as fait sourire des millions de Français sans jamais chercher la lumière frontale. Et malgré le succès pharaonique de cette émission qui durera 23 ans et toute la célébrité qui va avec, tu as su rester humble, proche des gens, empathique et tourné vers autrui. C'est pas mal, oui, c'est vrai. C'est vrai. Tout ça est vrai. Alors, quand on a été le trait d'union entre l'enfance de millions de gens et le monde adulte, comment on rebondit quand ça s'arrête ? Comment on continue à raconter sans se répéter ? Quand on a tout vu, tout entendu, comment on continue à avancer, se motiver et développer ? Et surtout, comment garde-t-on la tête froide après tant de succès à la suite ? Philippe Dana, bienvenue dans Route. Tu connais le concept de l'émission, on n'est pas là pour te faire juste aligner et raconter tes souvenirs, on est là pour comprendre, pour creuser, pour fouiller. Si tu veux sauter une question, voici ton joker. Merci. Tu n'en as qu'un. Je suis prêt. Sauf si je dois déjà répondre aux questions de Nicolas. Mais Peut-être Ce déjà. sont les méta-questions. Si tu as un premier mot avant qu'on commence, n'hésite pas. Et sinon, je voudrais te commencer avec une question facile, une balle douce. Quand on regarde tout ce que tu as fait, toi, tu te définis comment ? Toi, c'est facile. Je me définis comme un journaliste, un passeur, voilà, point barre. Mais ma profession a été, j'avais une carte de presse 54 540, j'étais officiellement journaliste, même si je l'ai exercé de façon assez éclectique, puisque j'ai à la fois fait, tu l'as dit, de la télévision, de la radio, et même depuis une dizaine d'années, j'ai commencé à écrire aussi donc des livres de journaliste. Donc voilà comment je me définirais professionnellement, bien sûr. Mhm. Donc il y a une casquette passeur, effectivement, où tu es, comme nous on est actuellement derrière la Oui. voix, et il y a une casquette de créateur. Comment tu arbitres entre les deux, l'ombre et la lumière ? Non, je pense que je suis uniquement un passeur. Je pense pas être un créateur, parce que, à la limite, pour revenir à la création, si j'écrivais plutôt que des livres de journalistes, donc j'ai fait pour aller vite, une biographie de Vasarely, Victor Vasarely, j'ai raconté la vie de Ginette Kolinka, la maman de Richard qui a été déportée à Birkenau avec Simone Veil. J'ai raconté nos aventures à Canal avec Léon Mercadet, et j'ai fait aussi dernièrement un livre sur les cartoons américains, donc un domaine que je connais bien. Mais c'est pas vraiment de la création, c'est un travail de journaliste qui consiste à faire ce que vous êtes en train de faire là, c'est-à-dire à poser des questions et ensuite à raconter en fonction des réponses qu'on a reçues, à raconter une histoire. Je créerais si j'écrivais une fiction. Si j'écrivais une fiction, alors effectivement, et ça m'intéresserait en vérité, parce que c'est un exercice que je n'ai jamais fait. Là, effectivement, il y a de la création, mais c'est le seul domaine dans lequel je pourrais créer. Je n'ai pas de savoir-faire particulier, je suis pas un grand dessinateur, un grand peintre, un grand chanteur, Je dirais quand un même grand que musicien, etc. dans ta façon de raconter, même dans sa cartoon, il y avait des événements politiques, il y avait des liens, il y avait une histoire. Tu venais rajouter, c'était pas une création sur la page blanche,
mais c'était quand même une sacrée embellie dans tout ce que tu as Non, fait. c'était T'as mis ta patte, t'as rajouté Non, je ta donnais culture. des informations parce que, si tu veux, quand je me suis retrouvé à présenter cette émission, après des péripéties que je vous raconterai peut-être tout à l'heure, ben, je me suis dit je devais faire le lien entre deux dessins animés, point barre, ce qui est tout de même pas très compliqué. Mais tu l'as pas fait de manière classique. Je l'ai fait dans un premier temps avec plein d'infos en disant ça a été fait en telle année, dans tel contexte, par tel réalisateur, tel personnage, il a telle caractéristique, etc., etc. Et puis après, c'était devenu plus un show avec Ludivine ou Valérie Payet, où là, il y avait des personnages qui interagissaient avec nous, qui dialoguaient. On était plus dans un show. Mais au tout début, d'abord, les moyens technologiques ont évolué avec nous parce que travailler sur l'image, détourer une image, l'intégrer comme on pourrait le faire ici dans n'importe quel contexte. Quand j'ai commencé en 1984, ça n'était pas possible. Et ça n'était que au fil des années 80 que l'image de synthèse, le numérique, s'est imposé. Donc on a suivi les évolutions technologiques, point barre. Est-ce que j'ai répondu à la question? Je ne sais pas. Oui. Je ne sais même pas d'où on partait. Il y a quelque chose qui me frappe dans ce que tu dis, c'est très passeur, c'est très passif. Tu dis il y a des évolutions technologiques qui ont permis de faire des choses, j'étais dans l'ombre. Donc c'est de la chance et il n'y avait rien à faire, il n'y avait rien à réussir? Oui, il y a une grande part de chance. Je me suis retrouvé vraiment au bon endroit, au bon moment, parce que ce qu'on a vécu à Canal+, qui est quand même l'essentiel de ma carrière professionnelle, j'y ai quand même passé de 1984 à 2008, ça fait 24 ans, dans la même boîte, où j'ai fait plein de choses différentes, mais j'ai quand même eu la chance d'être dans cette entreprise au moment où elle a démarré, au moment où elle était même une petite PME, une toute petite entreprise qui a grossi jusqu'à devenir aujourd'hui un groupe qui est coté en bourse et qui a des filiales dans le monde entier. Donc oui, j'ai été à un moment donné, je suis arrivé en forçant un peu le destin parce que j'ai adressé ma candidature. Je connaissais personne. J'avais pas de relation particulière dans le milieu de la télé ou de la radio. Alors comment on arrive là? Comment on force le destin? Parce que j'ai eu la chance, je vais vous raconter une anecdote. Quand j'avais 18 ans, je jouais au tennis. Bon, ça fait très longtemps que je n'y joue plus, mais j'avais un pote avec qui je jouais, qui un jour, je venais d'avoir mon bac, donc j'avais 17 ans, par là. Il me dit, après la partie, il me dit, ce soir, si tu fais rien, je vais t'emmener dans un endroit marrant. J'ai des copains qui font de la radio pirate. Et donc, je me suis retrouvé à Belleville, dans un appartement, avec des gars comme vous, sauf évidemment avec beaucoup moins de Des moins beaux. Non, c'était moins beau, évidemment. C'était artisanal total. C'était un appart avec 3 micros, etc. Et les mecs, c'était l'ambiance années 70. Ça fumait des pétards de partout. Ça passait de la musique. Enfin, c'était quelque chose que j'avais jamais vu. C'était les radios libres. Les radios libres, ça a été quelque chose qui a été assez présent en France à la fin du septennat de Valéry Giscard d'Estaing, puisque, sans endormir vos auditeurs, il y avait un monopole de la radio et de la télévision en France qui faisait que seuls pouvaient émettre les radios du service public, donc France Inter, France Culture, France Musique, et ce qu'on appelait les radios périphériques, parce que leurs émetteurs étaient situés en dehors du territoire français, RTL, RMC, Europe 1. Point barre. À partir du milieu des années 70, en Italie, ces radios ont commencé à fleurir. Et en France, évidemment, ça s'est importé. Et ce sont surtout des passionnés de technologie qui ont acheté des émetteurs et qui, autour d'eux, ont fédéré des gens alors qui venaient parler essentiellement de musique, et notamment de musique qu'on n'entendait pas sur les ondes, régulièrement. Le reggae, le rock, des choses qui étaient quand même pas très fréquentes. Ça paraît dingue, mais on écoutait à la radio à l'époque les variétés françaises. C'était Sylvie Vartan, c'était Eric Chardin et Stone. Enfin, c'était pas les Rolling Stones justement ou Eric Clapton ou je ne sais quoi. Donc, la radio était c'est la décentralisation. Non, mais c'était une sorte d'appel d'air
très intéressant, qui en plus a bénéficié de quelque chose d'un peu sulfureux. C'est que comme c'était interdit, il y avait la police qui passait avec des brouilleurs pour brouiller les ondes. Éventuellement, ils intervenaient, ils arrêtaient les gens. Enfin, il y avait un côté un peu sulfureux comme ça. Et surtout, pour ne pas être détecté par la police, moi je trouvais ça très rigolo, on devait changer d'endroit très régulièrement. Donc au début, il y avait cet appart de Belleville, mais après, un peu plus tard, on a été hébergé par le type qui faisait cette radio, Patrick Van Troyen, était très copain avec Fabrice Emmer, qui était le patron du Palace, la boîte de nuit la plus connue de Paris. On a donc été dans le même immeuble, au dernier étage, dans une chambre de bonne, installer nos émetteurs, ce qui fait que on émettait de là-haut, mais le soir venu, on descendait au Palace, et donc moi j'ai connu le Palace à ses débuts. Donc pour un gars comme moi, j'avais, je sais pas, 20 ans, et je voyais Gainsbourg, mais aussi Mick Jagger, Bowie, enfin des gens qui venaient là comme très naturellement. Enfin pour moi, c'était assez fascinant. Donc, parce que je n'ai pas oublié la question de Nicolas de départ, je me retrouve dans ce milieu des radios pirates, et effectivement, j'y apprends sur le tas mon métier. C'est-à-dire, j'apprends à faire ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire parler, raconter, prendre des informations, interviewer, etc. Quand j'apprends, beaucoup plus tard, François Mitterrand est élu en 81, les radios pirates sont légalisées. D'ailleurs, à un moment, on avait même, sur le même palier, il y avait nous dans un immeuble, et il y avait une autre radio qui s'appelait Énergie. C'était les débuts d'Énergie. Donc nous, on était Radio Ivre, qui n'a pas duré, mais Énergie, en revanche, a duré très longtemps. Quand j'apprends la naissance de Canal+, entre-temps, petite parenthèse, j'ai aussi continué à faire de la radio à France Inter parce qu'ils ont lancé un banc d'essai pour les jeunes animateurs, et il y a plein de jeunes, Christophe de Chavannes, Ma Pomme, qui sont passés par ce banc d'essai où France Inter nous diffusait entre 3h et 5h du matin la nuit, donc ils prenaient pas grand risque, et si on y trouvait qu'on avait été bon, on pouvait revenir une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, et la carotte suprême, c'était d'avoir une émission sur la grille d'été, ce qui m'est arrivé. Bref, donc ça c'est l'année 82. Quand, en 83, on apprend par les journaux que une 4e chaîne va être lancée, eh ben moi je me dis, j'ai quand même une expérience maintenant, j'ai fait de la radio, donc je vais adresser ma candidature. Et donc j'ai écrit à Pierre Lescure, qui était à l'époque le directeur de la chaîne, qui m'a fait recevoir par Alain de Greff, qui était son adjoint. Pour aller vite, ils m'ont orienté vers la rédaction, et finalement, ils m'ont dit non plusieurs fois, mais ils m'ont chassé par la porte, je rentrais par la fenêtre, et finalement, j'ai été embauché en octobre 84 pour être Monsieur Météo, le matin dans l'émission matinale qu'animait Michel Denisot. Concrètement, ça veut dire quoi, chasser par la porte, rentrer par la fenêtre? Mais parce que j'avais écrit à Lescure, bon déjà j'avais dû écrire, c'était une autre époque, hein. Vous pouviez téléphoner à une entreprise, au standard, et dire je voudrais parler à Monsieur Lescure, on vous passait sa secrétaire. Aujourd'hui, ça c'est beaucoup plus compliqué. Donc rencontrer les gens, c'était pas trop compliqué. En revanche, les convaincre, c'était comme tout, il fallait être convaincant. Et très honnêtement, les mecs qui lancent une chaîne, en plus c'est d'actualité, en ce moment il y a des nouvelles chaînes qui se lancent sur la TNT. Les mecs qui lancent une chaîne, ils embauchent pas des débutants, hein. Ils se disent, faut quand même qu'on assure, et donc ils embauchent Michel Denisot qui était déjà sur TF1, le trio de 7 sur 7, Éric Gilbert, Jean-Louis Burgat, Frédéric Boulet, enfin bref, que des professionnels compétents. Les petits jeunes, on va voir. Mais j'ai quand même réussi à me faire embaucher pour faire la météo. Pour l'anecdote, Alain Chabat, lui faisait la météo le soir, et moi je faisais la météo le matin. Et lui faisait des sketchs déjà très délirants, et moi j'étais déjà très sérieux. Mais voilà, j'ai eu la chance d'être embauché en octobre 84 pour le lancement de cette chaîne, et ensuite d'en suivre le cheminement, quoi. Et tu dis la chance, il y a un grand monsieur qui nous a quittés l'année dernière, que tu connais sûrement, du poker, Doyle Brunson, oui, bien qui sûr. dit la chance, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. Pour moi, on peut pas faire des émissions aussi cultes par hasard, Camoulox, les Césars, sa cartoon, il y a excuse-moi, je vais te couper, mais oui. Forcément autre chose que de la chance. Non, c'est vraiment par hasard. Je peux répondre sur les trois, mais on va comment faire dans l'ordre. Sa cartoon, pardon, je tape sur la, pardon pour ne le t'énerve ton. pas. Sa cartoon, donc je suis à la rédaction, je présente la météo, ok.
Alain de Greff, qui est le directeur des programmes, voit bien que je pourrais faire d'autres choses et il me fait faire le pilote, donc une émission test d'un jeu qui est appelé à remplacer Coluche, qui vient de faire un passage sur Canal+, jusqu'à février 1986. Et Alain de Greff, à la place, veut mettre un jeu. Il a acheté l'adaptation d'un jeu américain qui s'appelle Jeopardy. Il va l'appeler Star Quiz en France. Et il me fait faire le pilote de ce jeu. Je fais le pilote, je suis pas le seul à faire le pilote, mais enfin bref, quelques temps plus tard, mon téléphone sonne, donc j'étais à la rédaction. Alors ce qui était rigolo, c'est que quand le téléphone sonnait à la rédaction, ça sonnait pas parce qu'il fallait pas, s'il y avait un flash d'info en cours, donc ça clignote en rouge comme ça. Alors je décroche, c'était l'assistante de Pierre Lescure qui me dit Pierre veut te voir. Donc je quitte la rédaction, tac, 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 je monte les 4 étages pour aller chez Pierre, et il me dit voilà, on a regardé le pilote, c'est toi qui vas présenter Star Quiz. Ah ben très bien, donc je prends la nouvelle, je redescends à mon bureau, tac, 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 le téléphone clignote à nouveau, allô, oui, c'est encore l'assistante de Pierre Lescure qui voudrait te revoir, j'arrive dans le bureau, il me dit ah, désolé, je me suis trompé, c'est pas toi, j'avais pas appelé de Greff, c'est toi, c'est Philippe Risoli qui va faire Star Quiz. En revanche, pour toi, il y a un lot de consolation. On a acheté un stock de vieux dessins animés américains. Tu connais les dessins animés américains ? Non. Mais je vais m'y mettre. Il me dit, OK, alors tu feras on pourrait appeler ça le cartoon jockey. Entre chaque dessin animé, tu feras les liaisons. Voilà. Et donc, tu prends comment à ce moment-là? Parce que c'est de l'ascenseur émotionnel. J'imagine que c'était censé être moins un succès que Star Quiz. Évidemment, donc tu dois être triste, non? Non, non, parce que c'est peut-être un trait de ma personnalité, c'est que je prends les choses comme elles viennent. Donc non, je suis assez droupi pour le coup. D'accord. Je reste impassible et je me dis bon je vais m'intéresser aux dessins animés. Donc voilà le premier hasard. Je me retrouve là par hasard. L'histoire des voix off, des nuls et des Césars. Alors, la voix off des nuls, c'est très simple. On était dans des locaux rue Olivier de Serres, très petits, avec 4 étages, et les programmes, on était tous au même étage. Il y avait une machine à café. On est à la machine à café, et Alain Chabat passe, et me dit, qu'est-ce que tu fais samedi ? Qu'est-ce que je fais samedi ? J'en sais rien. Est-ce que tu voudrais bien venir faire le pilote, encore une fois, de l'émission qu'on va faire le samedi soir, les nuls, l'émission. Donc je fais le pilote, numéro 0, et évidemment, ça se passe pas trop mal, et donc Alain revient me voir après, il me dit, écoute, ce serait chouette si tu pouvais le faire tout le temps, donc je me retrouve à être la voix off des nuls. Étant la voix off des nuls, ça change mon statut, je deviens une sorte de voix off... connue. Oui, enfin recherchée. Et donc, quand Canal obtient les Césars, eh ben il faut un gars qui... Bon, la voix off des Césars, c'est pas non plus la mer à boire. Hein. C'est le gars qui dit Pedro Canali, alors il a gagné tel tournoi de poker en telle année, il prépare je sais pas quoi. Il y a 2 lignes à dire. Bon, c'est pas non plus ouf, quoi, comme on dit aujourd'hui. Mais donc je fais ça. Quand Canal+ obtient Cannes, du coup naturellement je me retrouve là. Et pour le Camoulox, il se trouve que j'étais pote avec un gars qui était le manager de Cad et Olivier, qui à l'époque n'était pas du tout connu. Ils étaient sur Oui FM, une radio privée. Et un jour, ils sont venus dîner chez moi. Et c'est pareil, très naturellement. Après, ils sont devenus plus connus. Mais quoi que Camoulox, c'est venu, ils n'étaient pas encore... Enfin, maintenant, ils sont énormes. Cad, c'est une star, et Olivier Barraud, il est réalisateur de films à succès. Mais enfin, à l'époque, c'est pas le cas. Et il me demande si je veux bien venir. Alors, je me rappelle très bien comment ça s'est fait. C'était un samedi matin. Je suis allé à Boulogne dans un studio, comme ici. Je suis resté, je pense, 1h30 ou 2. J'ai tout enregistré à la file, toutes les voix. D'accord. Et je suis reparti. Et après, ils ont intégré ma voix. Donc, c'était encore un grand hasard. Et alors, je me rappelle de ma rémunération, ils m'ont offert une très belle caisse de vin de Bordeaux. Oui. C'était ma paye. Oui, les voix n'ont pas été reconnues aussi vite que maintenant on va mettre Pierre Ninet dans Vice Versa. Voilà, donc moi j'étais par hasard dans Camoulox. Donc je viens de vous démontrer que
tout a été fait un peu par hasard. Et tu étais Alors- reconnu quand même pour les pilotes. À force, on venait te voir. Ça montre une certaine compétence. C'est pas que Bah tu- oui, après, alors j'ai un truc que j'ai fait, que j'aime beaucoup raconter, surtout maintenant, c'est que, vous vous rappelez des CD-ROM? Ouais. Ça vous parle, les CD-ROM? CD-ROM, mais là, tu vas perdre tous les auditeurs. Alors, le Le CD-ROM, CD-ROM est le un objet- CD-ROM, c'était dans l'ère numérique, les débuts de l'ère numérique, à la fin du XXe siècle. Ouais, c'est ça. Michel Denisot est le patron du PSG. Et il doit faire le CD-ROM du Paris Saint-Germain. Et du coup, on me demande si je veux bien faire la voix off du CD-ROM du PSG. Donc je fais ça, pareil, hein, ça prend pas longtemps. J'ai plein d'infos à donner sur chaque joueur, sur le club, etc. Et là, j'ai pareil, ma récompense, mais elle était de taille. J'ai suivi le parcours européen du PSG quand ils ont gagné la Coupe des Coupes. Donc, je suis allé à Glasgow, à Parme, à La Corogne et à la finale à Bruxelles. Ils ont finalement gagné contre le Rapide de Vienne, c'était, Rapide je de crois. Vienne, tout à fait. 1-0. 1-0, Fernandez. Finale, ouais, finale. Et donc, j'étais là à chaque fois et je voyageais. Très inconvaincu. Et je voyageais, chance ultime pour. Ben moi, à l'époque, j'aimais vraiment beaucoup ça. Je voyageais avec les joueurs, qui étaient tous archi sympas. Il y avait Daniel Bravo, il y avait Lama, il y avait tout un tas de. Ouais. Il y avait Louis qui était là. Même il y a même Noah qui est passé à. Ah oui, à la c'est l'époque fin, où Yannick à la Noël était leur Corogne, à la préparateur Corogne, mental. il était là. Ouais. C'était préparateur Donc voilà, mental, tout ça c'est s'est fait un peu dans le hasard. Bon, moi, tu m'as pas du tout bluffé, en tout cas. Je m'en Cette histoire de doute. chance qui consiste à bien s'entourer, savoir là où ça va monter et être tellement bon que les gens viennent tous naturellement te demander de faire les C'est trucs. pas de la chance. J'appelle pas ça exactement de la chance, mais en tout cas, je pense que c'est important de reconnaître effectivement d'avoir l'opportunité d'être au bon endroit au bon moment. Il y a des gens qui exécutent bien et l'opportunité ne se présente jamais. Tu as été au bon endroit au bon moment. Par contre, je pense que tu as eu plus d'opportunités qui sont arrivées que d'autres qui étaient juste à côté ou juste à droite, quoi. Non, mais c'est C'était comme pas un hasard, ça. c'est comme vous êtes des joueurs de poker, mais au blackjack, il y a une formule qui dit l'un paye l'autre. Alors je sais plus pourquoi, mais enfin, ben là le fait j'allais dire de jouer, mais d'être dans de plus en plus de trucs différents m'a amené à faire de plus en plus de trucs différents. Quand je faisais les voix off des Césars et Cannes, je me suis retrouvé pratiquement au même moment sur une des chaînes thématiques cinéma à faire un magazine hebdomadaire consacré au cinéma, mais aussi à l'actualité de la vidéo, etc. Donc j'ai élargi mon panel progressivement de plein de choses qui n'avaient rien à voir avec mon truc de départ, qui, je vous le rappelle, était de présenter la météo à 7h du matin. Oui, on sent une capacité à suivre les opportunités de manière opportuniste dans le bon sens du terme, donc saisir les opportunités quand elles se Oui, présentent, voilà, on peut dire avec ça de la comme ça. curiosité et de l'ouverture, donc tu as navigué à travers les Oui, opportunités. et dans une époque, mais C'est moins délibéré peut-être. dans une époque qui était quand même assez dingue, parce que les années 80, enfin, être à Canal+ dans les années 80, c'est être quand même le témoin privilégié d'un changement d'époque, d'une modernisation de beaucoup de choses, d'une variété dans le domaine de la culture, de la musique, du cinéma, qui était, il y avait une sorte d'effervescence à ce moment-là. Et alors peut-être pour finir cette séquence, on te propose une nouvelle tradition ici, puisque tout est nouveau. Bien sûr. C'est De séquence bluff. Séquence bluff. Peut-être tu peux penser à ce dont tu es le plus fier parmi toutes ces choses un peu absurdes que tu as fait, que tu ne t'attendais jamais à faire de ta vie. Et Voilà. je vois quel choix. Et tu peux nous proposer une qu'on connaît pas et Oui. une que tu inventes. D'accord. Et on verra si Pedro, ici, notre joueur de poker résident, peut détecter le bluff. Très Je vais bien. essayer de trouver laquelle est fausse. Tu vas me raconter 2 anecdotes rapides, une phrase ou 2. Et je vais essayer de trouver laquelle est fausse. J'ai tourné un film avec Michel Serrault et Isabelle Huppert. Première anecdote. Deuxième anecdote. J'ai joué au golf avec le meilleur joueur de golf du monde. Avec le meilleur joueur de golf de l'époque, Ballesteros. Dans la première anecdote, tu m'as fixé dans les yeux du début à la fin. Dans la deuxième anecdote, tu as fait voir l'aller-retour Oui, avec Nico. je suis allé voir Nico. Oui. Ça me donne un indice. Ah, mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? Ben, je vais réfléchir. Je vais te Ah, dire pardon. laquelle est fausse. Je vais essayer. Est-ce que les deux peuvent être vrais?
Ah là, je serais bien embêté. J'espère qu'il y en a une des deux qui est fausse, sinon... Tu me confirmes qu'il y en a une des deux qui est fausse? Ah, je te confirme que tu peux réfléchir au sujet. D'accord. Il est fort, il est fort. Tu joues au poker aussi, ouais. Moins bien que vous deux, mais bon. J'essaie de progresser. Je pense que la deuxième est pas tout à fait vraie, mais que la première est vraie, entièrement. Bah écoute, je te félicite, c'était pas très compliqué. Oui, la première est vraie. J'ai tourné dans Rien ne va plus, un film de Claude Chabrol avec Michel Serrault et Isabelle Huppert, et j'ai une scène à la sortie d'un ascenseur où je dois dire cette phrase: ma femme m'a rendu folle. Et je le dis. Incroyable. Ok, et la deuxième, elle est partiellement vraie ou complètement mentale? Après, j'ai beaucoup joué au golf à une époque. On avait une association de joueurs de golf à Canal+, et c'est vrai qu'il nous est arrivé de jouer avec des très bons joueurs. Enfin, j'ai joué avec Bernard Pascasio, qui était le commentateur de golf de Canal, avec André-Jean Laforie. Bon, j'ai joué avec mes copains Thierry Gilardi, Pierre Sled, Philippe Doucet. On jouait beaucoup ensemble, mais j'ai jamais eu l'occasion de jouer avec un champion du monde de golf. Non. Ok. Bon, je saurais maintenant que quand tu veux bluffer, il faut regarder la personne tout le long. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont faire l'inverse. En fait, moi, j'essaye pas de me fixer en fonction d'une information. Là, j'avais pas le choix. Mais ça veut dire que quand vous jouez au poker, c'est quelque chose que vous observez, la façon dont le joueur qui est en face de vous se comporte? C'est une sorte d'hyper-empathie malveillante. Tout à fait. Hyper important, bien sûr. All right. Du coup, est-ce qu'il t'arrive, tu as fait beaucoup de choses, tu disais la voix, mais la voix, c'est derrière, c'est caché. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir la sensation que tout le monde te connaît sans te connaître, que tu es une star inconnue? Est-ce que tu le vis? Comment ça? Écoute, franchement, avec le temps, j'ai pas le sentiment d'être une star, ni connue ni inconnue. En plus, vous aurez noté, donc comme en plus c'est filmé, que physiquement j'ai un peu changé, parce que j'ai quand même pris 40 ans dans la gueule depuis mes débuts. Ouais. Donc j'ai laissé des cheveux en route, par exemple. Oui, tu nous as parlé d'une anecdote poker tout à l'heure qui pourrait être alors je peux vous la raconter quand vous voulez, mais enfin, même maintenant, quand j'étais ado, j'avais une touffe de cheveux comme ça. J'étais à mi-chemin, enfin on aurait dit Julien Clerc dans R. Comme ça. Et bon, avec le temps, ça s'est amenuisé. Puis j'ai la chevelure qui va avec mon âge, c'est-à-dire bientôt 66 ans. Et donc je me retrouve à un tournoi de poker de Winamax au mois de décembre dernier. Donc c'était à Montparnasse, il y avait bien 1 millier de joueurs et je progresse pas mal. Enfin tu vois, j'arrive dans les 600 derniers. Et comme on change de table régulièrement, j'arrive à une table et le mec en face de moi, lui, il m'a reconnu. Donc il dit: ah, mais vous êtes Philippe Dana? Je dis oui. Donc toute la table, il y a ceux qui connaissent, il précise sa cartoon, parce que si tu dis Philippe Dana tout seul, mais il faut l'associer avec la marque. Les deux associés marchent bien. Donc la table, bon, il y a ceux qui connaissent pas. Mon voisin de droite, qui est donc le héros de l'anecdote, et je sais pas s'il connaît bien ou pas bien, mais en tout cas il est très sympa. Et en plus, ça crée à la table, parce que les tables d'avant, je voudrais faire une parenthèse dans la parenthèse. Les tables d'avant, je suis tombé avec des mecs, si tu veux, super straight, avec la capuche et tout, les lunettes noires, alors que moi, j'arrive assez décontracté. Donc là, je suis à une table décontracte, on rigole, on joue, on fait pas n'importe quoi. Bref, à un moment, mon voisin de droite me dit, comme en confidence, mais dis-moi... tu n'as pas toujours fait sa cartoon? Je dis, ben non, j'ai fait plein d'autres trucs. Non, il me dit, mais le gars qui était avant toi, c'est qui? Ah ben je dis, mais non, je crois pas qu'il y ait de gars avant moi. J'ai commencé en 1986. Il n'y avait pas avant moi quelqu'un. J'étais le premier. Il me dit, mais si. Ah, je dis, ben non, quand même, je connais mon parcours. Alors, pour étayer sa thèse, il prend son téléphone et il me montre une photo. Et donc, c'est une photo de moi, hein, mais il y a 25 ans ou 30 ans. Donc, j'ai les fameux cheveux dont j'ai parlé, déjà un peu moins, mais quand même encore un peu. Et je dis, mais c'est moi! et ça m'a fait l'après-midi. Donc voilà, ça rend humble quand même. Tout ça. Ouais. La seule star de la télé qui est contente de ne pas être connue, c'est parfait. De toute façon, être connu, je vais te dire. Que tu définis pas en star, mais être connu, c'est pas un métier, être connu. Bien sûr.
Ni un objectif pour toi, clairement. Bah non. C'est un des trucs que je trouve intéressant de voir qu'on peut avoir une très belle carrière. Non, mais la notoriété, c'est proche pas de la lumière. Oui, non, mais la notoriété, ça m'a jamais remué plus que ça. Mais aujourd'hui, il y a des gens dont c'est le métier d'être célèbre. C'était vrai il y a 20 ans, mais aujourd'hui, on en voit les Kardashians, les gens de télé-réalité, il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé changer dans ton parcours et utiliser cette notoriété, ou tu es très content avec ton parcours de salarié toute ta vie? Ouais, c'est vrai. Je suis très content avec mon parcours de salarié. C'est drôle que tu prononces ce mot, parce que beaucoup de gens qui font le métier que j'ai fait sont devenus entrepreneurs, ont monté des boîtes. Producteurs de leurs émissions. Alors, les exemples les plus connus, vraiment de mes contemporains, c'est Christophe de Chavannes, Nagui, qui avec Air Production a une réussite absolue. Moi, j'avoue que ça m'a jamais tenté, parce que sans doute j'étais fidèle à mon entreprise. C'est-à-dire que j'étais, comme beaucoup de salariés de Canal+, qui ont connu les débuts de Canal et qui ont connu la période de Canal la plus joyeuse, c'est-à-dire jusqu'à l'an 2000, on va dire, on était très attachés à notre entreprise et ils pouvaient pas nous venir à l'idée même d'aller ailleurs. C'est pour ça que je n'ai pas bougé. Et alors, quand tu quittes Canal ? Mais quand je quitte Canal, quand je quitte Canal, c'est déjà 8 ans plus tard. C'est 8 ans après que la plupart soient partis. Ils sont tous partis quand, bon, ça c'est des histoires économico-politiques, mais quand Jean-Marie Messier prend le contrôle de Canal+ avec la Générale des Eaux devenue Vivendi, il se sépare de Pierre Lescure, il nomme très éphémèrement Xavier Couture PDG, puis Bertrand Méheux. Autant le dire tout de suite, c'est pas du tout la même ambiance. C'est une ambiance qui n'est plus aussi joyeuse, aussi débridée qu'elle ne l'était. Ça devient une entreprise structurée avec des process, comme on dit aujourd'hui. Il y a plein de mots comme ça qui apparaissent. Et moi, j'ai la chance de durer parce que justement, je suis associé à ma marque, sa cartoon. Et je fais d'autres choses, parce que j'étais même quand ils prennent le contrôle de Canal, j'étais directeur adjoint des programmes auprès de Alain de Greff. Donc j'avais des responsabilités éditoriales sur une partie des programmes. Quand ça s'arrête, je suis tellement associé à sa cartoon que ils peuvent pas vraiment me virer. Donc il faut m'occuper. Et donc on m'envoie à iTélé. Ça, c'est une chance énorme que j'ai eue. Je me retrouve à iTélé, une chaîne d'information en continu, mais qui ne ressemble pas à une chaîne d'information en continu telles qu'elles sont aujourd'hui. Et j'ai la chance j'ai une demi-heure quotidienne sur la culture. C'est-à-dire que je peux inviter aussi bien des gens du cinéma, de la musique, des arts plastiques, tout ce qui est une demi-heure culture, aujourd'hui, quotidienne. Aller chercher sur BFM ou ailleurs, il n'y en a pas. Et en plus, le patron Bernard Zecri est très atypique. Il y a une émission qu'on avait sur iTélé à laquelle je pense, qui s'appelait Monsieur Pop et Monsieur Rock. C'était animé par une journaliste qui s'appelle Valentine Desjeunes. Et les deux, Monsieur Pop et Monsieur Rock, c'était Bertrand Burgala et Philippe Manœuvre, qui pendant une demi-heure parlaient de l'actualité pop-rock. Ça, c'est pareil, c'est le genre d'émission que vous n'êtes pas prêt de voir sur BFM ou sur LCI. Donc, c'était aussi, j'ai eu cette chance de prolonger quelques années encore ce qu'on appelle l'esprit un peu Canal, qui est il faudrait qu'on arrive à le définir, mais enfin je l'ai prolongé relativement longtemps, jusqu'à 2008. Quand j'ai quitté Canal, alors là oui, c'était un peu, surtout que quand j'ai quitté Canal, il s'est passé un truc, c'est que je pensais que mon parcours parlait de lui-même et qu'on allait m'accueillir à bras ouverts partout ailleurs. Pas du tout. C'était pas le cas, et c'est là où on se rend compte que on rentre dans une autre époque, une autre ambiance. Je suis resté presque 1 an sans travailler, et c'est finalement Jean Lucas, qui était PDG de Radio France, qui m'a mis sur une tranche d'information sur une radio qu'il rapatriait à Paris en provenance de Toulouse. Le Move, il avait l'idée de faire du Move une radio généraliste, porte d'entrée pour les auditeurs jeunes, puisque vous le savez ou vous le savez pas, ceux qui nous écoutent, la radio est un média qui est en train de vieillir, donc l'âge moyen des auditeurs vieillit, l'âge moyen est proche de 60 ans quand même maintenant, pour une radio de service public comme France Inter. Donc l'idée, c'était que le Move soit une porte d'entrée pour des jeunes, et j'ai fait cette tranche d'info midi 14h pendant plusieurs années avec beaucoup de bonheur. Donc ça s'arrête. Heureusement, j'ai eu cette chance de rebondir là.
Mais Canal était un cocon et je m'en suis rendu compte seulement après. Un cocon dans le sens protection. Oui. Ok. Donc positif et en même temps, ça te complexifie la suite de ta carrière. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'en fait, je quitte Canal, j'ai 50 ans, ce qui est un âge compliqué pour des gens qui cherchent un emploi. Donc, dans tous les domaines, mais particulièrement, alors pas particulièrement dans le domaine de la radio et de la télé, mais enfin, en tout cas pour moi, c'était pas évident. En tout cas, la télé, j'ai pas trouvé. Puis en plus, tout avait changé. C'est-à-dire le côté un peu fantasque de Canal+, où tout était possible, tout pouvait arriver. C'était terminé. L'époque avait complètement changé. Les entreprises de médias n'étaient plus dirigées par des saltimbanques. C'est ce qui avait été le cas de Canal avec Pierre Lescure et De Greff, même si André Rousselet était le PDG, et quel PDG. Mais France 2, anciennement Antenne 2, était dirigée par Pierre Desgroupes, qui était journaliste. Radio France, en l'occurrence, était un des derniers endroits où il y avait un journaliste qui était à la tête des programmes. Et partout ailleurs, c'était les gens du marketing qui avaient pris le pouvoir et les actionnaires qui faisaient la loi. Voilà. Je ne sais pas si tu es au courant, mais Nicolas t'a réservé une petite surprise. C'était tu le sais, un très grand joueur de poker, mais avant ça, peut-être que tu ne le sais pas, c'était un magicien. Ah, j'adore les tours de magie. Ah, parfait. Donc, il va falloir que je repère le roi de cœur quelque part, il va faire des manips, je sais pas, qu'est-ce qui va se On va passer? te proposer de faire un petit retour à l'enfance et j'espère t'émerveiller. Ben, je suis sûr que je vais l'être. c'est le passage préféré de ceux qui nous écoutent en audio et pas en visuel. Peut-être le couper à l'audio. Ouais. Peut-être que vous allez chercher sur YouTube si vous nous écoutez en audio. Donc on te propose une petite pause magique pour décadrer avant de revenir à l'enfance et donc essayer de te mettre dans cet état d'enfant émerveillé, si j'y arrive. Nous avons ici... Ça va pas être trop compliqué, mais bon, allons-y. Nous avons ici des cartes toutes différentes et je vais te demander d'en prendre une, de l'en saisir une, mais de pas la sortir encore. Voilà, tiens-la bien et de te rappeler de ce moment parce que, voilà, juste mets-la ici, voilà. Je peux pas la regarder. De ce moment, pas encore. Tu vois ce moment Et où je la la carte remets est là, elle est entre les deux paquets. On va essayer d'enregistrer ce moment dans l'esprit. Ouais. Voilà, tu vas pouvoir regarder ta carte, je vais pas la regarder du tout. Très bien. Tu l'as, c'est bon? Très bien. Et on peut la remettre où on veut. Bon, je sais pas, on va la mettre là. Ici. Voilà, surtout tu ne l'oublies pas parce que je ne sais pas exactement ce que tu as fait avant de venir, si tu étais dans la fête avant le déjeuner, le petit déjeuner. Je crois pas, mais enfin, on ne sait jamais. Donc, que va-t-il se passer maintenant? Alors, on va prendre une carte qui ne sera pas du tout la tienne, j'espère. On peut prendre par exemple le 3 de cœur, c'est pas la tienne? Non. Ok, ouf. Et du coup, cette carte, je vais remettre ton doigt, on va essayer, plutôt que ce soit moi qui retrouve la carte, on va faire le retenir en arrière. On va revenir à là où on était tout à l'heure. Tu vas mettre ton doigt comme ça. Tu vas tenir la carte. On va écarter ici le jeu et on va se remettre, tu te souviens, dans la position de tout à l'heure. Et là, je Et on dois me revient mettre en arrière à où on cet en était. endroit-là. Voilà, tu te souviens quand on était là? Oui, oui. Et là, si ça a marché, on est revenu dans le temps. Ouais. C'était quoi ta carte? Un as de carreau. God damned. Diamonds. Ace Diamonds. Ace of Diamonds. It's incredible. Merci. Et donc, tout de suite, la question suivante. Mais comment tu fais? Quand tu repenses à... C'est très fort. Merci Bravo. beaucoup. Non, mais c'est très fort. Je suis très fan de ça. Ah, avec J'adore les mecs qui font des trucs avec les vérifier cartes. quand même. Oui, c'est bien ça. Et puis, Bien l'as de cœur. Oui. En plus, j'avais tiré une bonne carte. Si on joue au poker, Oui. je suis pas mécontent. Si j'ai as, roi de carreau, on est pas mal. C'est vrai. Peut-être que je devrais me méfier alors. Si tu tires des as à chaque fois. as dame. Bon, as 9 de carreau, je sais pas ce qu'on en fait. As 5, On regarde que un as. Si tu regardes la deuxième carte, tu peux que être déçu. c'est vrai. Non, c'est pas vrai. J'aimerais bien être J'aimerais aussi bien- nonchalant avec l'argent. J'aimerais bien savoir as 5 par exemple. Tu fais quoi? Eh ben, c'est très variable en fonction de la position, du nombre de Si joueurs. tu es under the gun, Je qu'est-ce que passe. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas posé des questions de comment Je je sais passe. maintenant. Tout à l'heure, on a parlé de 2-8 manqué. aussi quand tu Ouais. n'étais pas là. Ok. Et du coup, quand tu repenses à l'enfant que tu étais, qui est, j'espère, réapparu là pendant ce bref instant, celui qui découvrait Armstrong sur la Lune, ou qui entrait par hasard à la radio Ivre, tu retrouves quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il penserait et qu'est-ce qui reste de lui? Je pense qu'il reste tout. Mais enfin, j'ai pas beaucoup changé en fait. Je suis toujours en admiration devant des trucs
Je peux même pleurer en regardant un film que j'ai déjà vu 12 fois. Je peux être touché par un concert. Voilà. Non, j'ai pas beaucoup bougé depuis l'enfance. Ça se sent, j'ai l'impression que c'est le fil rouge en fait. L'enfant, t'alignes l'enfant et l'adulte plus que d'autres personnes. Je connais pas les autres, mais enfin, en ce qui me concerne, oui. La chose qui me frappe, moi, quand je regarde ton parcours, c'est le gap gigantesque qu'il y a entre le succès que tu as connu et les succès que tu as connus et ton humilité. Quand je regarde... Ah non, je pensais que tu allais dire « et la loose que tu connais aujourd'hui ». Pas du tout. Non, ton humilité qui frappe à chaque fois qu'on te parle. La première fois qu'on s'était rencontrés, je me souviens à cette soirée, Ouais. j'ai été frappé par ça tout de suite. Et à petite échelle, on a connu des joueurs de poker qui ont tout de suite pris la grosse tête au moindre tournoi gagné. À la télévision, on en voit des kilos, des gens qui passent plus la tête. Oui, c'est une spécialité locale. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as réussi, et je pense que ça va intéresser plein de gens qui sont en train de connaître le succès, pour garder la tête froide, pour rester humble, tout en continuant à enchaîner les succès? C'est quoi la clé? Il n'y a pas de clé, mais il y a une formule, je crois, qui est assez connue, qui dit que quand tu montes en ascenseur, il faut toujours saluer les gens qui descendent, parce que c'est peut-être toi qui seras en train de descendre la fois d'après. J'ai jamais pris très au sérieux tout ça, quoi. Mais j'ai eu beaucoup de chance, encore une fois. Donc j'ai toujours pris ça avec une certaine ironie, parce que mon regard sur la vie est peut-être assez ironique quand même. Donc tout ce qui est m'as-tu vu, show-off, ça me fait... Enfin, ça dépend comment c'est fait. Il y en a qui sont drôles. Il y a des personnages m'as-tu vu qui sont assez drôles et sympathiques. Il y en a qui sont puants. Comme qui, par exemple? Les drôles, en tout cas. Non, mais j'ai pas d'exemple particulier. Pour pas avoir de problème. J'ai pas d'exemple particulier là. Mais vous le savez, je pourrais vous te retourner la question. Qui t'en connais des tonnes. Il y a des gens qui sont totalement infatués et qui sont comme ça à pérorer pour n'importe quoi. Et puis il y a des gens qui font des trucs très bien. Bon, après, nous, franchement, à la télé, la radio ou au poker, on sauve pas des vies non plus. Il y a des gens qui ont des parcours qui sont autrement plus remarquable que d'être un mec de télé ou de radio. Il n'empêche que ce soit au poker ou dans les entrepreneurs qu'on accompagne, très vite, les gens perdent les pédales au moindre petit succès et ça leur coûte après. Bah oui, donc il vaut mieux éviter que ça te coûte. Voilà. On est d'accord, mais mon hypothèse, c'est que tout le monde leur dit vous êtes génial à longueur de journée et donc ils perdent la boule. Toi, ça a dû t'arriver, j'en suis persuadé. Des gens disent à quel point t'étais incroyable. Non, je crois pas. Non, je crois pas que ça me soit arrivé parce que j'ai jamais, si tu veux, à la télé, l'émission de cinéma dont je parlais tout à l'heure, c'était sur Ciné-Cinéma, donc sur une chaîne du câble et du satellite pas très regardée. Sa cartoon, c'était le truc très vu, enfin, il y avait rien de sorcier à présenter. Dans la rue, quand même, il y a des dessins. Oui, mais ça, je te le répète. Être connu n'est pas un métier. Mais mon métier ne me paraissait pas si exceptionnel que ça. Et donc voilà. Puis après, voilà, je suis fait comme ça. Il y a rien d'autre à dire de plus. Poser une question annexe un peu différemment. Dans le poker, par exemple, les gens excellents. J'adore qu'on parle de poker. Voilà, je savais que je pouvais t'attraper avec ça. Je me dis, est-ce que par hasard, ils vont me donner des infos qui vont pouvoir me servir? Je peux pas les donner à l'écran, mais juste dès qu'on... Paire de 5, par exemple, qu'est-ce que tu fais? Bon, voilà. Après l'émission, promis. Il y a une grosse majorité des gens excellents au poker qui vivent très intensément chaque succès et chaque défaite. Et ils doivent prendre sur eux, et c'est leur moteur pour devenir excellent. C'est le fait de ne pas supporter la non-perfection. Voilà, il faut être le meilleur. C'est une ambition forte. Moi, je sais que j'étais assez en retrait par rapport à ça et que je faisais partie des joueurs de poker qui pouvaient essayer d'être stoïque et de se dire, voilà, d'avoir du détachement. Et j'utilisais exactement les mots que tu as utilisés. On n'est pas chirurgien, on sauve pas des vies. Et tout ça n'est pas très grave. Comment tu équilibres ce détachement et l'ambition? Parce qu'à chaque fois que tu veux faire un nouveau projet, que tu suis une nouvelle opportunité, tu reprends un risque. Et visiblement, les gens viennent à toi, ton produit, ta qualité est reconnue. Comment on fait pour vouloir être le meilleur et s'en fiche? Ouais, c'est une bonne question. Je pense que c'est en travaillant. Alors, c'est pas un gros mot, mais moi, j'ai beaucoup travaillé. Par exemple, le dernier travail que j'ai fourni de façon intense, c'est l'écriture d'un livre consacré aux cartoons hollywoodiens. Ça s'appelle Au pays des toons, c'est chez Kalman Levy, Kero, très bon éditeur. L'incruste là. Quand j'ai fait ce livre, quand j'ai travaillé sur ce livre, je vous jure, c'était pendant le confinement en 2020, j'y ai passé des journées entières à lire des
livres publiés aux États-Unis dans les années 40 ou 50 sur le sujet, à aller chercher les moindres détails concernant la vie quotidienne de ces metteurs en scène, Chuck Jones, Robert McKimson, Bob Clampett, Tex Avery, la vie de Walt Disney. Tout ça, j'ai étudié dans le moindre détail pour tout savoir. Et donc, ça m'a pris des jours et des jours. Mais à la fin, s'il y a bien sûr un truc dont je suis sûr, c'est que je connais le sujet par cœur. Donc, pour répondre à ta question, je m'en fous pas. D'ailleurs, je m'en fichais pas de présenter une émission sur ce sujet. En revanche, chaque fois que quand j'ai travaillé, quel que soit le sujet, je le travaillais beaucoup. Le cinéma, même quand je faisais la voix off du Festival de Cannes, je l'ai dit en rigolant tout à l'heure, maintenant que j'y réfléchis un peu plus, le Festival de Cannes, on nous donnait les résultats. Gilles Jacob nous faisait venir dans son bureau vers 17h pour un direct à 19h30. À 17h, tu découvres qu'un réalisateur slovaque a fait tel film, qu'une actrice venue de Lettonie aussi, nanana. Donc tu te retrouves avec des noms et des films que tu ne connais pas, et il faut, en l'espace d'une heure et demie, ingurgiter le maximum d'infos pour pouvoir sortir les 2-3 phrases qui vont accompagner la personne en train d'aller recevoir son prix. Et ben c'est un boulot dans lequel il faut être très précis, très concentré, pouvoir écrire vite avec des phrases courtes. Voilà, c'est de la technique. Et là, ça rejoint. C'est tout ça pour dire que je prends pas les choses comme une plaisanterie, mais j'essaye de travailler beaucoup. Ton secret, c'est la préparation. C'est le travail. C'est pas vraiment que de la chance, alors ça va, je suis rassuré. Non, il y a il y a une grosse part de travail quand même. Ça, à partir du moment où il nous a dit tout à l'heure, de toute façon, de présenter les Césars, c'est facile, il n'y a rien à faire, c'est pas un métier très dur. Moi, j'ai arrêté de te croire depuis le début de cette émission. Non, ce qui est facile, c'est de prendre la parole. Ça m'a jamais impressionné. Et notamment à Cannes, quand je faisais le commentaire, j'étais dans une cabine qui était derrière la scène du Palais des Festivals. Il se trouve que tous les gens qui recevaient des prix étaient là avant et après. Donc, tu es quand même au milieu. Tu vas passer Sharon Stone, tu vas passer Tim Burton, tu vas passer des metteurs en scène que tu admires, des acteurs que tu admires. Et après, toi, tu dois aller dans ta petite cabine, appuyer sur un bouton rouge, et t'appuies sur le bouton rouge, t'es en direct live sur Canal+. Tu pourrais dire n'importe quelle connerie en disant ce gros con de je sais pas qui. Mais non, faut que tu sois... Et ça m'a jamais vraiment impressionné. C'est un super pouvoir. Tu sais qu'on a récemment, il y a eu des études qui ont été faites sur les plus grandes peurs viscérales des humains. Non, je savais pas. Ouais, en 3e, les chiens. En 1er, la mort. En 2e, la prise de parole publique. Sans déconner. Ouais. Un super pouvoir. Ah, ben alors, c'est vraiment un super pouvoir. Eh ben, j'ai cette chance, grâce aux radios pirates dont on parlait au tout début, donc à 17 ans, 18 ans, de m'être retrouvé avec la lumière rouge qui s'allume et devoir parler de tout et de rien. Et c'est là où j'ai appris sur le tas. Avant, tu veux dire qu'avant ces 17 ans, la prise de parole publique, elle t'était pas facile ? Je pense pas que j'étais confronté à ça, si tu veux, peut-être à l'école pour décliner une récitation ou un exposé, mais j'en ai pas le souvenir en fait. Et dès la première fois où tu as appuyé sur le bouton rouge, ça a été à l'aise. J'étais à mon aise, j'aimais bien ça et ça me plaisait. J'avais pas cette peur dont tu parles. Est-ce qu'il y a un rôle que tu n'as jamais osé jouer ? Une opportunité que tu n'as pas saisie ? Je crois pas. Je cherche, mais là, tu me prends de court. Non, je crois pas. Ouais, ça n'a jamais été une question de... Enfin, je crois pas, on m'a pas proposé de présenter un truc extraordinaire. Un regret, peut-être ? Non, pas du tout. Même en réfléchissant bien, il n'y a rien qui te... Je réfléchis pas bien en général, je réfléchis pas longtemps. C'est pour ça que je suis pas un aussi bon joueur de poker que vous, parce que vous êtes des paranoïaques. Alors que moi pas. Je fais confiance à l'adversaire, alors que vous vous dites, attends, s'il réagit comme ça, c'est que sans doute, il y a anguille sous roche. Et ça se tient, quand on parle de pas avoir de regrets, on parle de saisir les opportunités et de foncer sans trop se poser de questions, et dans ton parcours, tu as suivi les fils que la vie t'a apporté, donc voilà. Pas de regret à avoir. Non. Ça se tient. Et alors, si aujourd'hui tu devais refaire quelque chose, si tu devais par exemple refaire une émission ou raconter une nouvelle histoire, il y a quelque chose qui viendrait ? J'ai un fantasme qui ne pourra jamais se réaliser. Je fais partie d'un club pas très fermé, mais on n'est pas un club à très nombreux. Non, c'est le club des... Moi, je suis un admirateur de Bob Dylan.
Et Bob Dylan ne donne jamais d'interview, très peu, en a donné, mais parle peu. Si dans un fantasme de fou, j'aimerais que voilà, tout à l'heure, on me dise, ben voilà, tu vas là, tu vas pouvoir passer 6 heures avec Bob Dylan, lui poser toutes les questions, ça n'arrivera jamais. Donc, Alors, qu'est-ce qui t'empêche d'essayer ça? T'as essayé des trucs plus fous parce que je suis quand même un peu informé, je sais qu'il donne pas d'interview, donc t'as beau essayer, ça ne marchera pas. On va lui faire un avataria et on te fera faire l'interview Voilà, avec son avatar. ça, j'aimerais faire ce genre d'émission, ça me plairait. Et un projet. Et sinon, j'aimerais écrire un roman. Ouais, fiction. J'ai un sujet de fiction, j'ai 2-3 idées comme ça, et j'ai fait, alors ça c'était rigolo, j'ai fait au mois de mars une formation à la FEMIS, qui est la grande école de cinéma. J'ai fait une formation sur l'adaptation sérielle, la dramaturgie sérielle, avec des formateurs qui étaient des scénaristes chevronnés, qui ont travaillé notamment, pour citer la plus connue, sur En Thérapie. Et j'ai appris 1500 trucs sur les techniques d'écriture. Bon, c'est des techniques d'écriture sur la dramaturgie de série, mais c'est valable aussi pour l'écriture quelle qu'elle soit. Et donc, c'est en rentrant dans les coulisses comme ça de l'écriture, en apprenant les parties, parce qu'il y a toute une part qui est de la technique, que je me suis dit, oui, une fois que j'aurai rassemblé toutes mes idées, je pourrais me lancer dans un éventuel projet de fiction. Bon, enfin bon, il n'y a pas de quoi écrire à sa famille, comme on dit. J'ai quelques photos pour toi que j'aimerais que tu me commentes. Bien sûr, surtout rapidement. que c'est moi qui te les ai données. Oui, et sans contexte. Donc tu peux faire défiler et tu peux nous en parler. Alors faire défiler, je veux bien, mais je ne sais pas comment on fait. Il faut appuyer sur la flèche de droite. Tu peux soit bouger l'écran, soit la flèche. C'est le choix. Bon, alors ça c'est une photo prise dans les locaux de Radio Ivre dont je vous parlais tout à l'heure. À droite ici, c'est un journaliste qui s'appelle Guy Claes qu'on avait invité. Il travaillait au Matin de Paris. Ici, c'est Dominique Jamais qui travaillait aussi... Non, Guy Claes était au Matin de Paris et Dominique Jamais était au Quotidien de Paris. Ça, c'est mon pote Denis Parent qui est en blouse blanche pour une raison que je vais vous expliquer. Et ça, c'est moi, donc jeune, je dois avoir une 20aine d'années. Avec les cheveux. Ici, on voit Avis, nous sommes une radio libre, associative et sans moyens. J'ai demandé à tous les animateurs une contribution de 100 francs pour acheter des stylos et compagnie. Donc en fait, on payait pour faire la radio. Pour faire vivre cette radio. D'accord. Et là, on avait inventé une émission tous les deux avec Denis qui s'appelait comment ça s'appelait? Les vessies sont des lanternes. On avait copié sur le tribunal des flagrants délires, qui était à l'époque une émission mythique de France Inter, avec Pierre Desproges, Louis Régaud et Claude Villers. Et donc, eux, ils interviewaient les gens habillés en magistrat, il y avait un procès, nanana. Nous, on auscultait nos invités. Bref. Ah, c'est pour ça qu'il y avait donc ça, c'est mes débuts, ça raconte ce que je vous ai raconté avant, c'est-à-dire j'ai appris sur le tas. Alors ça, c'est beaucoup plus tard, c'est à France Inter, en déplacement, parce que je reconnais pas le studio. Ah non, c'est dans le studio de France Inter, avec Eddie Mitchell. Je l'avais interviewé, j'avais voulu faire le malin. Vous savez que c'est un grand cinéphile, et donc à un moment, je lui ai dit, mais il parlait de Veracruz, qui est un des plus grands westerns de l'histoire du cinéma. Je dis oui, je lui dis oui, c'est une petite série B, parce que moi j'avais vu un autre film qui s'appelle Ça commence à Veracruz, et qui est une série B. Il m'a regardé, et là, je peux vous dire que je faisais pas le malin, parce que j'avais dit... Et quand on travaille, justement, ces sujets, on déteste être pris en défaut. Et là, il m'avait pris en défaut, j'avais pris une bonne avoinée, c'était bien fait pour moi. Là, c'est toujours pareil à la radio, avec des gens que j'aime beaucoup, Julien Clerc, ici à gauche, Enki Bilal, que j'ai interviewé vraiment à ses débuts, tout comme Hugo Pratt, que j'ai rencontré à côté de Lausanne. Ça, c'est une des grandes fiertés professionnelles de ma vie. C'est ma rencontre avec Hugo Pratt, le père de Corto Maltese. Ici, c'est alors au Festival de Cannes pour une de mes émissions cinéma. Je suis avec Michael Douglas que j'interviewe. J'aime bien cette photo parce qu'on voit le port de Cannes en arrière-plan. Et puis on voit que c'est ambiance tournage avec le micro, tout ça. Il dit ça comme ça. J'ai interviewé Michael Douglas. Alors là, c'est avec Claude Chabrol dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai tourné non seulement dans Rien ne va plus, mais après... alors Claude Chabrol, il passait son temps, beaucoup de temps à regarder la télé. Et donc, il avait embauché il y avait des animatrices qui faisaient tourner la roue dans le Juste Prix ou la roue de la fortune, je sais plus. Donc, il les avait embauchés pour faire une figuration. Et moi, il me voyait à la télé, il m'avait embauché donc pour le film dont j'ai parlé tout à l'heure, Rien ne va plus. Mais l'année suivante, il m'a dit, cette fois-ci, j'ai un rôle pour toi. Et j'ai été le directeur du théâtre
de Saint-Malo, c'était mon rôle, dans un film qui s'appelle Au cœur du mensonge, et j'avais une scène avec Sandrine Bonner et Valéria Bruni, et je suis resté très pote avec la fille de Claude Chabrol, Cécile, et quand je veux la faire rire, je lui raconte les répliques du film dont je me souviens. Alors je peux vous les faire d'ailleurs. Donc j'avais donc Sandrine Bonner en face de moi, et je lui dis: les chapelles, les églises, les musées, tout y passe, et ça file en Angleterre ou en Italie. Et à part ça, commissaire, votre enquête avance? Et ça l'a fait exploser de rire. Oui. Sans le ton, sans la personne qui est une J'avais voix. appris Quoi. mon rôle. Alors après, ça c'est anecdote, grosse anecdote. Yves Montand. Je travaille à France Inter, et il y a une réunion des producteurs de France Inter, parce qu'il y avait, et il y a toujours une rivalité entre les programmes et l'info. Donc il y a les émissions d'info, exemple aujourd'hui de Morance à la Mai le matin, et il y a les émissions des programmes le reste de la journée. Donc moi j'avais une hebdo, je crois, ou une quotidienne, à ce moment-là je me rappelle plus, peu importe. Et Pierre Bouteiller, qui était un monsieur délicieux, un formidable patron aussi, journaliste, dit au producteur: la semaine prochaine, grosse journée Yves Montand sur France Inter. À l'époque, il est énorme, parce que il fait partie des personnalités préférées des Français, et on pense à lui comme un candidat à l'élection présidentielle. Donc avoir Montand, c'est un gros truc. Et Montand est invité la semaine suivante, donc par Yvan Levaille, le matin sur France Inter, et Bouteiller dit: il faudrait que quelqu'un des programmes arrive à décrocher une interview de Montand. Donc moi je retourne dans le bureau, et je dis à Jean Morzadek, qui était le réalisateur de l'émission: tu sais, l'assistante de Michel Denisot m'avait dit à la machine à café que quand Yves Montand avait été invité par Denisot, il avait demandé des extraits de dessins animés. Car ce qu'on ne sait pas bien, c'est que Yves Montand a commencé sa carrière à Marseille en imitant Donald dans les théâtres. Donc c'est un fan absolu de cartoons. Aussitôt dit, aussitôt fait, Jean Morzadek, mon réalisateur, qui avait le numéro de Montand, parce qu'à l'époque c'est pareil, on pouvait appeler les gens sans passer par 25 000 barrières. Donc il appelle chez Montand, il laisse un message sur son répondeur, et il donne mon numéro. Le soir, je rentre chez moi, le répondeur clignote, et il y a la voix de Montand qui dit: oui, bien sûr, avec plaisir, quand vous voulez, tout ça. Donc je décroche l'interview. On fait l'interview, et après, il est trop content de me connaître, et chaque dimanche, vraiment quasiment chaque dimanche, soit il m'appelle, soit il me laisse un message. J'ai regardé ce soir, tu as passé le putois, je l'aime bien. Le putois, je l'aime bien, oui, et puis, non, celui, le coq, je l'aime moins. Bon, bref, je fais pas bien l'accent Montand. Bon, après, moi, je vais voir mes patrons, parce que je suis un fidèle salarié. Je dis: dites donc, Alain de Greff, je lui dis: mais tu sais, j'ai un bon contact avec Montand, on pourrait peut-être essayer de faire une émission spéciale de fin d'année avec lui. Oui, ok, d'accord. Aussitôt dit, aussitôt fait, on part avec De Greff et Albert Mathieu, le directeur de la programmation, place Dauphine, où vivait Montand. On sonne, son pianiste Bob Castella nous ouvre, on est reçu par Montand chez lui. Oui, pourquoi pas, une émission de fin d'année, d'accord, patin couffin. Finalement, ça se fait pas cette année-là. L'année suivante, il m'appelle toujours, je dis: vous avez pensé pour l'émission? Il me dit: ben oui, viens déjeuner. Et je me retrouve partir déjeuner à Auteuil-Autouillet, donc dans l'Eure, dans sa maison de campagne, avec mon copain Michel Lecourt, qui était le patron de la Warner à Paris. Et on se retrouve face à Montand. Un déjeuner dont je me rappellerai toute ma vie, parce que on a déjeuné dans la cuisine, il était avec sa femme, et nous on était nous deux, et comme on est là, et après on passe au café, et là il me regarde, il me fait: tu sais, tu comprends, quand tu chantes comme ça, je te regarde, c'est une chanson qui te ressemble. Il me fait les feuilles mortes a cappella en me regardant dans les yeux. Donc je me dis: est-ce que je vis vraiment le moment que je suis en train de vivre? Et il dit: parce que moi je vais jouer à Bercy. Et là, pour aller trouver le mec qui est tout en haut des tribunes, c'est pas comme ici. Ah, je dis: oui, c'est vrai, tout ça. Bon, enfin bref, nous voilà, on s'en va pour partir. Il me dit: je vais te montrer une dernière chose. Il va dans son garage, il ouvre, il avait un 4x4, et on dit les enjoliveurs, enfin les trucs, les cache-trous, c'était Sam le pirate. Personnage mythique de des dessins animés. Finalement, il n'a pas fait Bercy, et il n'a pas fait notre émission spéciale, parce que manque de bol, il est mort. Ah, c'était juste. Il est mort, c'était juste au moment où il m'a dit, je pars tourner avec un jeune metteur en scène, Jean-Jacques Benex,
IP5 et il est mort sur le tournage d'IP5 avant d'avoir pu... On arrive dans la dernière partie de l'émission. On n'a pas vu le temps passer, les gars, Non. franchement. Ça fait 1 heure et c'est passé vite. Et j'ai pas été sorti du tournoi encore. Encore tout toujours est là. jeton. T'es toujours là. Est-ce que tu as un Pas conseil beaucoup, pour j'ai les pas beaucoup de jeux, mais... Pour finir, est-ce que tu aurais un conseil pour les entrepreneurs, les dirigeants qui nous écoutent, qui nous regardent? Je pense que bien que l'époque ait changé, les choses sont toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'il faut arriver déjà à entreprendre. Ça, c'est une porte ouverte, mais c'est vrai qu'entreprendre, c'est déjà pas évident. Je crois qu'il faut se faire confiance à soi-même. Et donc, il faut travailler. Et puis ensuite, si on pense qu'on a une bonne idée, pour la faire aboutir, il faut voir les bonnes personnes, rassembler les bonnes personnes, fédérer autour de soi des talents, parce qu'on n'a pas tous les talents, aucun d'entre nous trois n'a tous les talents. Mais nous trois, mis ensemble, on arrivera à quelque chose de positif. Voilà. C'est des conseils à la con, mais je vois pas d'autre chose que travailler, fédérer. Et croire à son idée si on pense qu'on a une bonne idée. Tu as une anecdote qui explique un peu tout ça. Tu disais tout à l'heure en off que tu avais un partage pour les entrepreneurs spécifiquement. Non, j'ai pensé à une histoire qui m'est arrivée. J'ai organisé une fête peu de temps après mon départ du Move, que j'ai appelée la fête sans raison, car effectivement j'ai fait une fête, c'était pas mon anniversaire, c'était rien. Et là, j'ai fédéré, c'est-à-dire j'ai trouvé un lieu, le Bus Palladium, je connaissais Cyril, le programmateur, qui m'a dit si tu fais ça en semaine, tu l'auras, je te la fais gratuit, je te fais la salle gratuite. Après, j'avais des copains restaurateurs, alors je peux les citer, Stéphane Gégaud qui a l'Ami Jean dans le 7e, Yves Candeborde qui avait un bistrot à Saint-Germain et qu'on connaît parce qu'il a été jury de Masterchef. Eux, ils ont été enthousiastes. Je leur ai dit, ce sera une fête où il y aura des bons trucs à manger et de la musique. Ils m'ont dit, ok, on va te faire des terrines, des machins. Donc, ils ont apporté chacun des trucs. Il y avait un buffet. Moi, j'ai investi un peu d'argent. J'ai acheté des huîtres. J'ai acheté pour 1 000 € d'huîtres parce qu'il y avait quand même 200 ou 300 personnes. Quand même. Et après, j'ai fait venir des musiciens que je connais. Donc, il y avait des jeunes musiciens dont le nom vous dira rien. Et il y avait Christophe, avec qui je jouais au poker, qui m'a dit oui, je passerai. Et effectivement, il est venu. Je peux vous dire que quand il est arrivé sur scène et qu'il a chanté les mots bleus, c'était quand même pas mal. Ouais. Et il y avait cette histoire dingue où j'avais invité Richard Kolinka, Louis Bertignac, Jean-Louis Aubert, que je connaissais un peu moins, mais qui est venu un des premiers. Et Louis Bertignac est arrivé un des derniers parce qu'il est fan du PSG. Il regardait un match de Coupe d'Europe du PSG. C'était en décembre 2013. Pour vous la faire courte, donc tout le monde était content, il y avait une bonne ambiance, il y avait à bouffer, il y avait des musiciens qui jouaient, tout le monde passait un bon moment. À un moment, les ex-téléphones se sont mis à faire le bœuf avec Jean-Louis Aubert à la batterie, Axel Boer qui était venu avec un copain à moi qui jouait de la guitare, et puis petit à petit, c'est Bertignac qui est monté sur scène, et puis Richard est monté sur scène, et ils se sont mis à jouer. Et donc, pour la première fois depuis leur séparation, il manquait Corinne Marieno, la bassiste. Pour la première fois depuis leur séparation, ils jouaient ensemble. Le lendemain matin, je me réveille, j'avais des messages de numéros que je connaissais pas, qui étaient toute la presse, qui était au coup que le buzz s'était fait. J'ai fait quand même la une du 20h avec ça. Parce que tu as reformé le téléphone. C'était avant les insus. Incroyable. Avant les insus. Et c'était pas de téléphone, mais c'était un bœuf de musicien. Sauf que, comme les journalistes sont prompts à se saisir, évidemment, c'était le titre facile à faire. Téléphone, c'est reformé. Et j'ai fait ça sans aucun moyen. Vraiment, à part les 1000 balles d'huîtres, ça c'était ma seule dépense, mais j'ai eu le bus gratuit. J'ai eu la backline pour pouvoir sonoriser la scène, pour que les musiciens jouent bien. Sans problème. J'ai eu à manger. Les invités sont venus, ils étaient contents. Il y avait à manger. J'avais fait venir un magicien qui faisait des tours parce que ça marche toujours. Donc c'était une super fête. Mais j'ai fait ça tout seul et en fédérant. Et en fédérant des gens que je connaissais, en disant allô, Stéphane Gégaud, oui. Alors il me disait oui, attends, je vais te présenter truc qui fait aussi du fromage et machin qui fait des pâtisseries. Et en fait, je me suis retrouvé avec un super buffet
Bon, je la Que fais moi courte. j'appelle la sérendipité. C'est C'est l'art ça. de savoir tirer le meilleur des fruits du hasard. Voilà, pour moi c'est hyper Exactement. important ça. Exactement. C'est voilà, je sais pas comment le nommer, mais c'est ce que j'ai fait. Ouais, c'est un très bon exemple pour les entrepreneurs. Et là, je vous assure, je vous ai raconté tout ce que j'avais en magasin. J'ai plus d'autres anecdotes. J'ai rien. Philippe Dana, merci, c'était passionnant. Oh, passionnant, je ne sais Pour- pas, mais si vous avez passé un bon moment, en ce qui me concerne, c'était très sympa. Et voilà, je vous remercie de m'avoir fait essuyer les plâtres. Merci. Et pour les entrepreneurs qui nous regardent et les dirigeants, eh ben voilà, on voit comment des fois on n'a pas forcément un objectif clair, une stratégie délibérée, mais qu'on est honnête. Oui, c'est vrai. Ce qui me frappe, c'est ça, de sauter de branche en branche, la grenouille, et qui a accompli énormément de choses, vécu des grands moments, kiffé comme beaucoup, comme personne. Et merci pour ce partage très inspirant et bonne chance à vous tous.